Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Célia Bonjour à tous. et bienvenue dans cette interview qui sera interactive. Donc ça veut dire que c'est pas juste moi et Célia qui parlons, vous avez aussi la possibilité de poser des questions. Et donc la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, c'est celle du système nerveux. Donc on va parler du système nerveux. Euh, euh, je vais détailler un peu plus loin les détails. Donc avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je veux dire quelques mots sur Célia. Donc peut-être certaines d'entre vous connaissent Célia peut-être par le sommet de la sexualité sacrée. Nous avons déjà fait ensemble une interview spécifiquement sur les traumas. Peut-être que vous connaissez Célia par voilà, vous êtes venu directement par elle. Donc Célia est une thérapeute qui est spécialisée dans l'intégration des traumas, dans la compréhension de la mémoire traumatique et mécanismes de dissociation. Donc, au cours des années, tu t'es formée en pratique somatique, énergétique, thérapeutique. Et ce qui est au cœur de ton approche, c'est justement l'intégration des traumas, le développement de la conscience corporelle et énergétique et également l'éveil de la sexualité féminine. Et après avoir accompagné des personnes en suivi thérapeutique pendant plusieurs années, donc aujourd'hui, tu as décidé de réorienter un peu ton activité et intégrer toutes les différentes formations que tu as pu faire au cours des années dans une approche qui est beaucoup plus holistique. Et donc, tu lances très prochainement un programme d'accompagnement sur 12 mois. Donc, nous allons parler aussi au cours de cet appel. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Célia, à cette présentation? Est-ce que j'ai Non, manqué des choses? ça me parle bien. Oui, peut-être il y a un livre qui va sortir en début 2022, Mhm. Les couches de l'oignon, du traumatisme à la résilience, un chemin spirituel. Donc c'est un témoignage de mon histoire avec beaucoup d'encarts théoriques sur l'explication vraiment du trauma et comment on s'en sort, l'intégration. Voilà, c'est pour Mhm. 2022. Merci, merci. Effectivement, je trouve que c'est extrêmement important pour parler de ces sujets-là d'avoir eu, euh, enfin, ça apporte une certaine profondeur d'avoir vécu cette expérience de guérison des traumas sur son propre être, en fait. Et donc, ça apporte aussi, j'imagine, beaucoup à ton approche et à ton accompagnement d'avoir toi-même fait le chemin. Euh, c'est sûr que ça aide à comprendre, parce que c'est sûr quand on a des gens très dépressifs, très angoissés, et qu'on sait ce que c'est pour l'empathie, c'est plus facile. Mais au-delà de ça, en fait, on va le voir aujourd'hui, pour soutenir quelqu'un dans la régulation de ses traumas, dans la régulation de son système nerveux, si nous-mêmes, on n'est pas dans un état sécure, on va Mhm. pas pouvoir amener la personne dans un état sécure. Physiologiquement, ça va pas être possible. Et c'est un peu plus ces questions-là qu'on va voir Mhm. aujourd'hui. Mhm. Je vois qu'il y a des choses déjà dans le chat. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui se posent. Alors, il y a des bonjours principalement. Ouais, là, j'avais vu qu'il y avait une question. C'est pas tellement on pourrait en parler, mais c'était plus une question sur les orgasmes et comment ça peut aider dans la thérapie. Là, aujourd'hui, on va plus peut-être parler de la régulation du système nerveux. On verra si résultant cette question après. Mhm. Ça peut être effectivement une question intéressante. Parce que là, je vais lire la question. La question, c'est que pensez-vous de la thérapie par l'orgasme pour la libération des traumatismes, notamment sexuels et des douleurs corporelles? Donc, peut-être que tu auras envie de réagir là-dessus. Moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que en fait, ce que je vois beaucoup dans le monde tantra, etc., c'est la, une approche du trauma qui est très finalement superficielle, c'est-à-dire qu'on va s'engager vers des processus sans connaître en fait la base de la base des mécanismes qui peuvent s'enclencher. Et là, je pense qu'il y a un danger en fait de se dire que juste cette approche-là, sans la connaissance, peut aider. C'est-à-dire que ça peut être un peu un kit ou double. Dans certains cas, ça peut effectivement aider, et dans d'autres cas, ça peut faire un peu une explosion de. Je sais pas ce que tu penses de ce que je viens de dire, Célia, de ton point de vue professionnel trauma. Oui, ça me parle. En fait, pour répondre à ça, ça dépend vraiment de l'histoire de la personne et de sa capacité à se réguler.
et comment potentiellement le contexte de cette thérapie par l'organe va redéclencher le trauma ou pas. Ça va, pour ça va vraiment, je pense, dépendre d'où en est la personne, comment s'accompagner et effectivement quelle est la connaissance de la régulation, comment la personne elle va rester dans sa zone, ce qu'on va voir en fait aujourd'hui, que dans sa zone d'apprentissage, vraiment, il faut qu'elle reste hyper sécure et potentiellement ça peut quand même déclencher. Donc, voilà, c'est périlleux. Alors, rentrons du coup dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, nous allons explorer 3 axes. Donc, comme j'ai dit en introduction, ça sera assez interactif. Donc, il y aura un échange entre toi et moi, mais ce sera également ouvert aux questions dans le chat. Donc, les 3 axes que nous allons explorer, c'est une introduction à la théorie polyvagale. Donc, peut-être très probablement, pas mal d'entre vous ne connaissent pas forcément ni ce terme, ni ce que cette théorie implique. Donc, on va commencer par la base, c'est-à-dire définir qu'est-ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est la théorie polyvagale? Et ensuite, dans les 2 autres axes que nous allons explorer, on va voir qu'est-ce qui découle en fait de cette théorie en termes de régulation. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour apprendre à réguler notre propre système nerveux. Et le 3e axe, donc toujours pour explorer ce qui découle de cette théorie polyvagale, ça va être tout ce qui est intégration des traumas et la réparation d'attachement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Célia, par rapport aux axes? Parfait. Alors, donc du coup, qu'est-ce que c'est la théorie polyvagale? Donc, pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de la théorie polyvagale, et peut-être même pour celles qui connaissent déjà, moi je sais qu'à chaque fois que je réentends une nouvelle explication, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle facette que je découvre. Donc, je trouve ça toujours intéressant, même si on connaît un certain sujet, de voir comment est-ce que une autre personne le présente. Déjà, on va parler du champ de la théorie polyvagale. La théorie polyvagale, ça aborde le système nerveux autonome. Alors, qu'est-ce que c'est le système nerveux autonome? C'est une partie de notre système nerveux, comme son nom l'indique, qui fonctionne de façon automatique et qui va réguler nos fonctions de base. Le sommeil, la digestion, la respiration, notre capacité de guérison, d'interaction. Et nous, ce qu'on va surtout regarder, ça va réguler aussi ce qu'on appelle le sentiment de sécurité, la physiologie du sentiment de sécurité. Bon, excusez-moi, je sors petite maladie, je risque de tousser un peu. Je suis là. Stephen Porges, donc, qui est l'auteur de la théorie polyvagale. Stephen Porges, c'est un directeur en psychiatrie, il est chercheur énormément et il a créé un institut sur le stress traumatique. Et dans ses recherches, il a découvert en fait une 2e branche au nerf de théorie polyvagale. Alors, on va rentrer un peu plus là-dedans, ça peut peut-être paraître déjà rien que ça compliqué. Donc, le système nerveux autonome, jusqu'à la théorie polyvagale, on le décrivait avec 2 branches principales. Donc, quand je parle de branches, c'est tout un réseau de neurones. C'est assez énorme, on va dire 2 modes principaux. On parlait du mode sympathique et du mode parasympathique. Peut-être que ça parle à certaines personnes. Et pour être On rappelle les cours du collège de SVT. Ah, c'est vrai, je me souviens pas avoir appris ça au collège, moi. Mais peut-être que j'étais pas suffisamment dans mon corps pour recevoir ce genre d'informations. Mais du coup, il y a le système sympathique qui est notre capacité de mobilisation, action, et le parasympathique qui est notre capacité de repos, régénération. Et donc, disons que la théorie fonctionnait avec ces 2 modes-là, sympathique, parasympathique. Et le parasympathique, notre capacité de régulation et de repos,
on avait remarqué que c'était principalement à partir du nerf vague. Donc le nerf vague, il prend sa racine à la base du crâne, il descend comme ça devant, il vient innerver tous les organes de la poitrine et tous les organes du ventre. Et qu'est-ce qu'il y a? Et donc la branche sympathique, pour info, pour le coup, elle est entre la base du crâne et le sacrum. Elle passe par le dos et aussi elle vient innerver tous les organes de la partie haute et de la partie basse par rapport au diaphragme. Et ce que Stéphane Porges a découvert, qui est vraiment la révolution, c'est que ce nerf vague, il a 2 branches, bon 2 fois 4 fois des millions de neurones. Il a 2 modes en fait. Il a une branche qui va innerver toute la partie au-dessus du diaphragme, donc toutes nos expressions faciales, notre respiration, notre rythme cardiaque. C'est ce qu'on va appeler la partie ventrale. Pas parce que ça énerve le ventre, parce que ça prend sa racine, on va être devant au niveau dans le cerveau. Il y a une partie qui va être devant et une partie qui est derrière. Donc le nerf vague ventral va innerver toute cette partie-là et le nerf vague dorsal va vraiment innerver le ventre. Alors je vous ai fait un petit schéma. Oh là là, on voit rien. On voit. Ah, vous voyez? Si. Ça dépend comment tu positionnes le tableau. À certaines positions, ça reflète, et donc du coup. Mais là, je vois un truc. Ouais. Donc, c'est 3 branches du nerf vague. Et le ventral, le dorsal et le sympathique. Donc, 3 branches du système nerveux autonome. Pardon, j'ai dit 3 branches du nerf vague, mais c'est 3 branches du système nerveux autonome. Et le ventral et le dorsal, ça fait partie de l'ancien parasympathique et c'est vraiment notre capacité de régénération, calme, repos. Et ici, capacité mobilisation, action. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette théorie, c'est le feu rouge. C'est comment ça fonctionne en cas de stress. Donc, en cas de stress, la première réaction qu'on va avoir, ça va être d'utiliser le nerf vague ventral. Donc, le nerf vague ventral, je disais que ça innerve toutes les expressions du visage et la partie haute. En fait, c'est ce qui va soutenir notre lien social. C'est vraiment à partir du nerf vague ventral, ou en tout cas quand la majorité du nerf vague ventral est mobilisée, stimulée, on est dans être en interaction avec l'autre, en interaction sécure avec l'autre. Donc, quand on a un stress, la première réaction, ça va être de se mettre en lien. Donc, typiquement, s'il se passe quelque chose dans la rue, il y a un accident, on va se retourner vers son voisin. Est-ce que vous avez un téléphone pour appeler les pompiers? Est-ce que on va se mettre en lien? C'est la première chose qu'on va faire. Sans parler d'accident, dans des choses plus simples de la vie, même un petit, la première chose, il est en détresse, il appelle, il demande de l'aide. Ça, c'est notre première façon de réagir. Et puis, quand cette façon n'est pas possible, on va passer dans le mode sympathique. Donc là, notre rythme cardiaque va augmenter. Les bronches vont se dilater, les pupilles aussi, on va avoir du sang qui va affluer dans les muscles. On va pouvoir fuir ou attaquer. Donc, le fuir ou attaquer, ça peut être juste répondre de façon agressive. Il va y avoir un petit peu de ventral avec aussi. Mais en tout cas, physiologiquement, il va y avoir une tension. C'est possible que les mâchoires se serrent, qu'il y ait des tensions dans les mains. On n'est plus dans le même état physiologique. On a changé. On n'est plus calme et serein à chercher de l'aide auprès de quelqu'un. Là, c'est réagir, lutte ou fuite.
Et si c'est pas possible de prendre la fuite ou de se battre, on va passer dans le dorsal. Et le dorsal, c'est le figement. Donc, on va s'immobiliser pour gérer le stress, donc de façon vraiment très archaïque. C'est une façon de, si je bouge pas, ben, peut-être que mon prédateur, il pensera que je serai mort, il va me laisser tranquille, ou je serai plus considérée comme une proie, etc., etc. Et ce qui se passe, ce qui est aussi intéressant beaucoup pour nous dans la thérapie des traumas, c'est que une fois qu'on est dans le dorsal, pour revenir dans le ventral, on est obligé de repasser par la case sympathique et ensuite de revenir dans la régulation ventrale. Donc ça, c'est la base des 3 branches un peu du système nerveux. Question en chat qui demande, est-ce que le dorsal fait partie du sympathique? Non, le dorsal fait partie du parasympathique. Donc, sympathique, action, réaction, mouvement. Dorsal et ventral, calme. Et il y a une différence entre lorsque l'on est en stress et lorsque l'on est sécure. C'est-à-dire que le dorsal, il n'est pas forcément « je suis figé parce que je vais mourir ». Le dorsal, c'est aussi notre capacité d'intimité quand on est en sécurité. Donc, quand on est en état de sécurité, on peut mobiliser tous les modes de notre système nerveux pour interagir avec l'autre de façon sociale, échange verbal, jouer, danser, chanter, faire l'amour, aller chercher son pain en vélo, etc. Ça, c'est le sympathique. Et là, je ne suis pas en lutte ou fit, je suis juste dans profiter de la vie, mais je me mobilise. Et dans le dorsal, ça va être les états méditatifs profonds, faire l'amour, se régénérer, dormir. Donc, c'est des états qui sont vraiment utiles à la fois en état de stress et en état sécure aussi. Voilà. Et donc, c'est le ventral et le dorsal qui font partie du mode tranquille, mais dans l'interaction sociale et verbale avec l'autre. Et le dorsal, c'est vraiment dans une régénération plus profonde. Il peut y avoir de l'intimité, c'est de l'intimité vraiment profonde pour nous. Ça, c'est le premier principe de la théorie polyvagale qu'on appelle la hiérarchie. C'est que quand on est en danger, notre système nerveux autonome va fonctionner selon ce modèle-là. D'abord, on essaye de se mettre en lien, ensuite de lutter ou de fuir, et ensuite de figer. Et pour en sortir, il faut repasser par la mobilisation sympathique et ensuite revenir dans le ventral. Repasser par la mobilisation sympathique, ça on le voit très bien en thérapie, hein, ça peut être des tremblements, mais ça peut être juste un soupir, juste il y a plus d'énergie qui revient dans le corps. Hein, parce que quand on est là, c'est clairement quand on est dissocié. C'est ce qu'on avait vu pas mal ça dans l'interview de Sexualité Sacrée. Donc tous nos états dissociés, c'est nos états dorsales. Et effectivement, en séance, ou quand on est dissocié, il n'y a pas trop d'énergie en fait, de manière générale dans les membres, chez la personne. Et donc ça va repasser par retrouver l'énergie. Donc je parlerai peut-être un peu plus de ça un peu plus tard. Déjà, juste, est-ce qu'il y a une question de base sur ce que je viens d'expliquer, sur les 3 branches du système nerveux autonome? Alors, pendant que vous écrivez vos questions, je vais juste partager mon expérience par rapport à ça, parce que je viens juste d'avoir un accident et c'est exactement ce que tu décris. C'est-à-dire, au moment où j'ai eu l'accident, c'est un accident scooter, la première chose que j'ai faite, c'est envoyer un message. Donc, envoyer un message pour demander de l'aide.
Première chose. Ensuite, il a fallu se rendre à l'hôpital. Donc, il y a eu cette activation du système sympathique de, il faut quand même se rendre à l'hôpital. Et après, j'ai eu 3 semaines, 4 semaines de voilà, totalement, complètement impossible de faire quoi que ce soit à la maison, dormir, manger, dormir, manger, dormir, manger. Et là, je commence juste à repasser dans le sympathique. Donc, en fait, c'est tout l'intérêt en fait de savoir ça, c'est que ça permet d'avoir une grille de lecture, de comprendre quels sont les états qu'on traverse en fait. Parce que du coup, j'ai traversé ces états avec cette grille de lecture et je pense que ça m'a aidé aussi à les traverser plus harmonieusement en fait, de me rendre compte, ok, là je suis à cette partie-là du système nerveux et donc du coup, je peux la traverser. Aujourd'hui, je suis dans cette activation sympathique et c'est ok d'être dans ça en fait, avant d'arriver à quelque chose de plus régulé. Comment sortir de la phase de figement, s'il vous plaît? Je comprends tellement cette question. Moi, c'est ce qu'on va voir. Hein. C'est l'objet de pourquoi on se réunit aujourd'hui. Il faut se sentir en sécurité. C'est quand même la première base. C'est vraiment se sentir en sécurité et essayer de reconnaître que l'on est en figement. Et ça va être, de toute façon, les réponses, toujours, ça va être comment on nourrit de plus en plus le ventral. C'est parce que c'est notre ventral qui va nous donner le sentiment de sécurité. Et plus on va nourrir cette part de notre système nerveux, plus on va pouvoir sortir de nos états de figement, sortir de nos états sympathiques quand ils n'ont pas lieu d'être. Et vraiment là-dedans. Mais quand on est complètement figé, la première chose, c'est reconnaître qu'on est figé. Et en fait, quand on reconnaît qu'on est figé, on le reconnaît depuis cet endroit-là. Et ensuite, pourquoi on est figé? Parfois, il y a quand même besoin d'aller faire une thérapie vraiment ciblée sur le trauma. Mais en tout cas, dans le quotidien, c'est ça qui va vraiment aider. Ça va être de reconnaître où on est et qu'est-ce que je peux faire là pour me soutenir. Là, qu'est-ce qui m'aiderait? On va du coup, on va aborder un peu ça. Ce qui peut vraiment aider, c'est apprendre à se connaître dans ces états-là. Je regarde juste si... Il y a une question juste avant peut-être qu'on passe sur... Ouais. J'ai pas suivi la déviation de VAD sur le schéma. Pouvez-vous revenir dessus rapidement? Alors, la déviation de VAD. Donc, je ne sais pas ce que tu appelles déviation. Je ne sais pas si vous voyez là mon schéma, mais c'est juste que le ventral et le dorsal, les deux, ils font partie de ce qu'on appelle le parasympathique, mais ça, c'est l'ancienne formulation. C'est deux modes qui sont calmes, qui sont dans une certaine immobilité, entre guillemets, parce que le corps, il est toujours mouvant à l'intérieur. C'est juste que ça parle d'état calme à la différence du sympathique, où là, on a besoin de mobiliser les muscles et le système somatique qui nous permet de nous mouvoir. Voilà, ce qui est le lien entre le ventral et le dorsal. Ça répond à ta question? Donc, on attend la réponse. En attendant, il y a une autre question qui... Donc, la question, c'est du coup de vivre depuis le ventral. C'est un peu le but? Alors, oui et non. Parce que, en fait, le but, c'est de vivre là, plutôt que là. C'est-à-dire, le but, c'est de vivre en état sécure et de pouvoir tout utiliser parce que c'est super de faire du vélo, danser, chanter, faire l'amour. Ça, c'est ici, quand même, c'est bien. Et puis, c'est quand même super d'avoir une vie spirituelle, des états méditatifs profonds, d'être en intimité avec les gens. Donc, c'est là aussi. Simplement, le ventral, il nous aide quand on est là. Ça nous permet de revenir là, en fait. C'est celui qui va nous permettre de nous passer d'un état danger à un état sécure. Donc, on repasse par la case ventrale. J'ai l'impression de jouer à un jeu de société. Il faut repasser par la case. Ce serait une idée de faire un jeu de société système nerveux. Oui, ce serait une idée. Ouais, quelqu'un qui dit que ça coupe beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend mal? Non, pas, mon côté, c'est OK.
Non, apparemment non. Ça doit être la personne qui a dit ça, ça doit être probablement de ton côté. Ok. Il y a une autre question, c'est les tensions des mâchoires sont-elles liées au ventral? Non. Quand on est dans le ventral, on est tranquille. C'est sympathique, là, pour le coup. Mhm. Alors, effectivement, là où je reviens du coup peut-être sur cette question de ventral, dorsal et sympathique, c'est-à-dire que le ventral et le dorsal, ça se répartissent l'innervation, effectivement, de notre visage et de nos organes. Mais de toute façon, il y a toujours le sympathique et l'anciennement parasympathique. Donc, les mâchoires sont innervées par le sympathique et le ventral. Les poumons, le cœur sont innervés par le sympathique et le ventral. Les intestins, le foie, le pancréas sont innervés par le sympathique et le dorsal. Et donc, quand on a des tensions dans les mâchoires, là, c'est plutôt sympathique. Voilà. Et c'est une bonne question par rapport à... Voilà, vous entendez mon petit loup qui... Oui, on entend. Je vous rassure, il n'est pas tout seul. Il y a son papa qui est là. Il est plein de Il vie. y a quelqu'un qui est là pour l'aider à réguler son système nerveux. Mais c'est pas moi. Voilà, moi je suis avec. Mais je vois que ça m'affecte là. Voilà, ça régule mon système nerveux. D'autres branches du système nerveux ont été découvertes, point d'exclamation. Alors là, on parle du système nerveux autonome. On n'est que dans le système nerveux autonome. Il y a tout un tas d'autres nerfs, neurones, etc. L'enfant est en ventral. Là, maintenant qu'on l'entend plus, il doit être en ventral. Mais quand il pleurait, je pense qu'il était en sympathie. Ah oui, tu veux dire qu'il appelle de l'aide? Oui, mais là, sa façon de l'appeler, il est déjà un peu activé quand même. Je suis perdue avec sympathique et parasympathique. Action, non-action. Sympathique, c'est pour être en action. Parasympathique, pas d'action. Je suis assise, je vous parle, là je suis pas... voilà, je suis en ventrale. Est-ce que c'est clair ça? Sympathique, action, parasympathique, pas d'action. Tu veux ajouter quelque chose, toi, Rubina? Non, j'avais juste un commentaire un peu plus haut qui disait les trois sont importants et nécessaires, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Quand même, Dieu merci, nous sommes bien, nous sommes bien faits. Si on a les trois, c'est qui servent. C'est le fameux autre côté du tableau, le côté sécure. Mais même celui-là, il est utile. Ben, s'il y a quelqu'un qui nous attaque, on est content de pouvoir fuir ou réagir. Et puis même celui-là, alors certes, parfois ça prend des années à en sortir, hein, mais quand on s'en est sorti, ben, on se rend compte que ben, Dieu merci que c'était là. Mm-hmm. Franchement, ça nous a sauvé. Donc tout est utile. Tout est utile. Ça aussi. Hein. Merci que c'était là. Ben ouais, même si ben, j'ai mis 20 ans à revenir là. Bref, bon, c'est mieux de rien. Effectivement, Yacine, cet état de figement aussi permet de ne pas accéder aux choses qu'on ne serait pas capable de gérer. C'est aussi un des aspects du trauma, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder à ce qu'on ne serait pas capable de gérer. Donc, comme tu dis, ça a son utilité qu'on soit dans ce figement parce que si ça remontait tout d'un coup, ça serait juste impossible à gérer. c'est clair. Exactement. Il y a eu plusieurs questions par rapport aux ressources, si tu as des ressources à conseiller en termes de lecture. Alors, ben, pas tant que ça. C'est un peu mon... Peut-être temps d'écrire un livre, Célia. Un deuxième. Alors, moi, je suis pas du tout scientifique ou dans trop... Et je pense que le besoin, c'est de simplifier, tu vois. C'est de simplifier, c'est-à-dire prendre ce sujet-là, le simplifier. Peut-être que d'autres que moi le feront, je le souhaite. Il n'y a pas grand-chose. Il y a une nana sur Internet, son site, je crois que c'est Effervescience. Elle a fait une petite vidéo rigolote avec des personnages. Bon, c'est sympa, voilà. Et sinon, tout est en anglais. Voilà, malheureusement. Enfin, il y a... j'ai un livre, je ne sais plus comment il s'appelle.
Est-ce qu'il est par là? Attendez, je vais vous le trouver. C'est pas mal, qui est assez axé sur, du coup, c'est dans le champ du massage crânio-sacré. Il travaille beaucoup avec la régulation du système nerveux. Donc, c'est dans ces branches-là que j'ai trouvé un livre intéressant. Stimuler le nerf vague pour faciliter la guérison. C'est plus pour des thérapies manuelles, mais du coup, ça parle de la théorie polyvagale. Ça, ouais, voilà, je veux bien avancer un petit peu, on va suspendre un petit peu les questions, et puis on va prendre des questions comme ça, on avance un peu. Ok. Alors, la suite, Ce qui est intéressant, vas-y, continue, si tu veux continuer. il y a peut-être Il y avait quelques petites quelqu'un qui parle questions. de... on va les reprendre, peut-être. On suspend. Ouais. Ouais. Donc oui, je vois juste, je réagis sur quelqu'un qui parle de réveiller le tigre. Peter Leving, en tout cas de mémoire, ça fait longtemps que j'ai lu ce livre. Il parle vraiment de comment sortir du figement, etc. Mais je n'ai pas eu le sentiment qu'il était très aligné sur la théorie polyvagale. Il est vraiment sur comment sortir du figement. Et effectivement, en ça, il est vraiment dans comment sortir du figement en passant par retrouver notre capacité d'action, création et sympathique. Et effectivement, Je t'aide. il donne des clés à ce niveau-là. Que je t'aide ou pas? C'est intéressant. Mais c'est assez... voilà, c'est plus vraiment ciblé pour le coup sur le trauma. C'est effectivement, ça peut être une bonne ressource. Par contre, il parle moins vraiment, je trouve, de la dissociation. Et, donc, ce qui peut vraiment être utile, c'est de s'observer pour savoir comment est mon corps quand je suis en ventrale, comment est mon corps quand je suis en sympathique et comment est mon corps quand je suis en dorsale. Parce que ça va être différent selon chacun et c'est vraiment bien de pouvoir le repérer. Typiquement, j'ai entendu quelqu'un qui dit les mâchoires serrées, qu'est-ce que c'est? Ben, moi, clairement, ça fait partie des expressions que j'ai quand je suis en sympathique. J'ai les mâchoires qui se tendent. Et c'est un indice. Je me dis, ah là, je suis en sympathique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis vraiment en danger? Et ça, c'est la deuxième question à se poser. Est-ce que là, tout de suite, je suis en danger? Oui ou non? Et ça, pour pouvoir répondre à cette question, ça va vraiment nous aider d'être dans l'observation fine. Donc, soit de ce que la personne vient de me dire, si c'est une phrase, quelque chose qui m'a fait réagir, ou c'est peut-être juste quelque chose qu'on s'est remémoré, peut-être il y a eu un bruit, peut-être c'est une odeur, peut-être on ne sait même pas. On est là et d'un coup, on se sent tendu. Est-ce que je suis en danger? Et on regarde autour de soi, on observe. Et rien que ça, déjà, ça va, puis si on le fait souvent, ça va nous amener à nous réguler parce que souvent, on n'est pas en danger dans le présent. Souvent, c'est une réactivation traumatique qui est en train de se passer là. Parfois, le fait de juste se dire est-ce que je suis en danger, ça va pas suffire parce que même si dans le présent, on sent qu'on n'est pas en danger, dans le passé, dans notre mémoire émotionnelle, ben oui, on est en danger. Donc là, c'est en ça où c'est vraiment important, en parallèle de ce travail, d'aller faire un travail plus ciblé sur les traumas et sortir tout l'événement traumatique de la mémoire émotionnelle pour la mettre dans la mémoire autobiographique et sentir que c'est fini. Parce que le trauma, en fait, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a encore tout un champ de trauma, sensations, émotions, pensées, qui sont enregistrées dans c'est encore en train de m'arriver. Et c'est en ça où on va être activé.
Mais ça n'empêche que parfois, quand c'est des petites activations, ça peut suffire. Est-ce que je suis en danger là? Ben non, ça va. Et surtout, du coup, comme on sait quand on est en sympathique, ce qui va nous aider à nous réguler, c'est le ventral, eh ben, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ok, là, je sens que je tends, que je suis énervée. Donc ça, c'est une des façons. Une autre façon, ça va être, je suis speed, je suis à 10 000, j'ai fait le ménage 15 fois depuis ce matin, j'arrête pas de courir à droite à gauche. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que je suis en danger? Est-ce que c'est adapté? Est-ce que je fais le ménage parce que là il y a besoin d'un coup de ménage et du coup j'utilise mon sympathique de façon sécure, ou est-ce que je le fais parce que là je suis un peu nerveuse, quoi? Donc observez comment ça se manifeste chez vous, le sympathique défensif. Comment ça se manifeste, le dorsal défensif? Est-ce que je suis tranquille parce que j'ai envie de me ressourcer, etc. Ou est-ce que j'ai pas d'énergie, je suis juste là et ça, c'est très... faut apprendre à se traquer un petit peu. Parce que le dorsal, parfois, on peut se mentir à soi-même. Et c'est pas mal dans la méditation. Oui, je suis dans un état de méditation profonde. Oui, où tu es complètement figé, ma pauvre chérie. Malheureusement, parfois, c'est ça. Donc, apprendre à... et ça va être en regardant notre tonus. Comment je suis dans mon tonus? Est-ce que j'ai l'énergie dans mon corps? Est-ce que ça circule? Est-ce que dans le ventral, potentiellement, je suis prête à prendre mon vélo et à bouger si j'ai besoin? Est-ce que là, je suis prête à prendre mon vélo? Ah non, là, je suis pas prête à prendre mon vélo. Et la joie, en fait. Donc, Oui, la joie de vivre. Complètement, complètement. L'émotion de base de nos états sécures, quoi. Donc ça va vraiment être observer quel est mon état, ma tendance quand je suis en sympathique dérégulé, quand je suis en dorsal dérégulé. Et du coup, selon là où je suis, et de toute manière, ça va quand même être d'activer le ventral, qu'est-ce qui va me faire le plus de bien en ventral? Donc Peter Levine, on en parlait, lui, il propose des sons vraiment parce que vraiment tout ce qui est expiration profonde et vocalisation, ça va aider à stimuler le ventral de façon là pour le coup très physiologique. Donc tout ce qui est expiration longue et profonde, tout ce qui est la cohérence cardiaque, le souffle, même juste un bon soupir. Voilà, bien évidemment, tout dépend du degré de notre activation, hein, on est bien d'accord. Là, on parle de tout ce qu'on peut réguler plus ou moins soi-même dans le quotidien. Respiration longue et profonde, le chant à fond, chanter et bien évidemment, ou même écouter de la musique, hein, ça va stimuler les muscles de l'oreille interne. La musique va stimuler le ventral, ça va permettre de peut-être de donner un premier état de sécurité, puis ça va nous donner envie de bouger, hop, ça va nous faire passer par le sympathique et ça va nous aider à nous réguler. Moi, je me régule beaucoup par la musique et bien évidemment, les amis. Les amis. Et ça, c'est important de s'observer quand on est justement en dorsale ou hyper speed, en sympathie. Ah ben non, là, je peux vraiment pas, parce que si, parce que ça, je peux vraiment pas, et, non, et puis je peux vraiment pas, je peux vraiment pas. Peut-être que je suis un peu stressée et que ça me ferait du bien d'aller voir une tisane chez ma voisine, justement parce que je peux vraiment pas. C'est que là, il y a peut-être un problème. Donc, il y a, donc, ce que je disais, c'est quand parfois on est dans le dorsal et on se dit non, mais là, j'ai pas le moral, vraiment, je préfère rester tranquille, ou là, j'ai trop de trucs, je peux vraiment pas. Et ben, c'est vraiment dans ces deux moments-là où justement, c'est là qu'on a besoin d'aller dans la régulation sociale, d'aller voir une copine, d'aller parler avec la voisine. Et le fait de se connaître, ça nous évite de rester trop longtemps dans ces états qui servent pas. C'est-à-dire que si moi maintenant je me dis oh ben non là j'ai pas le moral, je préfère rester tranquille,
tout de suite, je me dis, ah ouais, mais c'est pas une bonne idée, justement. Donc, je vais aller voir une amie et ça va me faire du bien et je vais pouvoir repartir, ça va me réguler. Donc, je vais faire une petite pause récolte de questions par rapport à ce que je viens de, ce que Il y je a eu viens deux de commentaires dire. par rapport à la maladie. Donc, est-ce que, donc, justement, quand on s'écoute pas suffisamment, donc, comme tu viens de dire, si on sent que il n'y a pas le temps ou il n'y a pas le moral pour faire ce qui nous nourrirait, donc, est-ce que la maladie, est-ce que les accidents, est-ce que c'est des choses qui, du coup, c'est ce qui se manifeste par le non-respect prolongé de nos besoins? Euh, c'est une bonne question. Ça me parle. Ben oui, en fait, c'est pas si simple, mais bien évidemment, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'état ventral, c'est l'état qui va nous permettre d'être en santé et de guérir si on est malade. Ça, c'est vraiment important à savoir. Pour ceux qui me connaissent, parfois, je parle de fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, c'est la zone à l'intérieur de laquelle je peux apprendre quelque chose, mais du coup, je peux guérir. Et cette fenêtre de tolérance, quand on est stressé, on sort de la fenêtre de tolérance par le haut, en fait, on va en sympathique. Et puis si on peut pas, on est là, on est hyper activé, on est stressé, on va couper, on va tomber vers le bas. C'est une autre façon de parler du système nerveux et de sa régulation. Et cette fenêtre, c'est dans cette fenêtre qu'on a besoin pour être pour guérir déjà et donc être en santé. Et effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'état de stress affaiblit beaucoup notre système immunitaire. Et notre état de stress, il vient d'un post-traumatique non résolu. Donc, quand on est en donc effectivement, si on est tout le temps ici, on peut se poser la question pourquoi en permanence je suis là? C'est que je suis encore en danger. C'est que mon système, il croit encore qu'il a besoin de fuir ou de lutter. Pareil si je suis là. Donc, tant que je suis là, mon système immunitaire, il va s'affaiblir parce qu'on n'est pas fait pour rester dans ces endroits-là. Ça, c'est des endroits pour répondre au danger. Mais une fois que le danger est passé, on est censé en sortir. Donc, s'il n'y a pas de danger réel et que je suis là, je suis en train d'épuiser mon système nerveux et donc de pas, enfin, mon système immunitaire, il est affaibli. Je sais pas si c'était. Après, est-ce que ne pas s'écouter, dans le ne pas s'écouter, ce qui me fait un petit peu mal, c'est qu'il y a une question un peu où on se culpabilise, où on se reproche. Je me suis pas écoutée, mais en fait, c'est physiologique. C'est que tu crois que tu es en danger et que ton corps, en fait, il fait tout pour te protéger. Donc oui, quelque part, c'est juste la formulation, je la trouve un peu... Après, la formation, c'est moi qui l'avais ajustée. Donc, la question, la question posée, c'était pas la polyarthrite. Et là, je viens de voir le dernier commentaire hormonal, donc d'une autre personne. Donc, quand c'est vraiment des maladies, donc polyarthrite, dérégulation hormonale, est-ce que c'est toujours en lien avec ça? Alors, dérégulation hormonale, franchement, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont en train de se faire sur le lien entre le post-traumatique et nos états et nos soucis de santé. En tout cas, les maladies auto-immunes, clairement, et le dérèglement hormonal, ça me paraîtrait hyper cohérent, étant donné que le stress post-traumatique affecte énormément les glandes surrénales et aussi l'hypophyse qui gère toutes nos glandes. C'est effectivement quand quand on est en état insécurité permanent, on fonctionne sur un mode qui est épuisant et ça a énormément de conséquences au niveau de la santé. Il y a même une étude qui a été faite, alors là c'est plus sur les violences sexuelles, mais on a remarqué qu'il y a même une modification d'un gène quand on est en état post-traumatique sévère en lien justement avec notre immunité.
Donc, ça a vraiment des conséquences sur la santé de fonctionner dans ces modes-là en chronique. Et en plus, non seulement on affaiblit notre système immunitaire et notre capacité de régénération, notre sommeil, etc. Euh, et, euh, et en plus, on n'est pas dans la zone dans laquelle on peut guérir. Donc, effectivement, c'est pas l'idéal. Est-ce que tu veux que je te lise les questions qu'il y avait un peu d'avant? Ouais, s'il y a d'autres questions. Alors, un tour d'une question par rapport au figé. Qu'est-ce que veut dire figé? Que veut dire figé? Alors, que veut dire figé? C'est une bonne question. Et puis, il y a des degrés de figement. Alors, ce que j'appelle figé, c'est une réponse ultime au trauma. C'est-à-dire, typiquement, quand on subit une agression, que ce soit physique, sexuelle ou verbale. Verbale, c'est un peu différent parce que si on ne répond pas à une agression verbale, mais ça peut être une agression verbale de son boss et on sent qu'on est en insécurité pour répondre. En tout cas, quand on peut pas lutter ou fuir pour X raisons, on va passer en mode je fais plus rien. Ce qui va se passer, c'est que en fait, au niveau de notre cerveau, comme on va être inondé de cortisol, adrénaline, noradrénaline pour pouvoir réagir, si on ne peut pas réagir, au bout d'un moment, c'est nos propres hormones qui commencent à être dangereuses pour nous. Le cortisol est neurotoxique et l'adrénaline, la noradrénaline, à haute dose, ça peut nous générer une crise cardiaque. Du coup, notre cerveau, pour nous protéger de nos propres hormones, va couper la réaction sympathique et va envoyer d'autres hormones, des hormones anesthésiantes, type kétamine. Et là, on va avoir toute l'énergie des muscles qui va sortir. On va plus être en lien avec nos émotions, nos sensations. Il y a blackout total et ça peut aller jusqu'à l'évanouissement. Ça peut aller jusqu'à la décorporation. Et là, il n'y a plus de réaction. Et à l'état extrême, c'est ce qu'on voit dans la nature quand la souris se fait attaquer par le chat. Plus personne. Ben, nous aussi, ça nous arrive à des degrés différents. Donc, ça peut être complètement perdre connaissance. Ça peut juste quelqu'un, il nous dit quelque chose et on bug, quoi. On n'arrive pas à répondre, il vient nous dire un truc, et, ben, blanc dans le cerveau. Il n'y a plus rien dans le cerveau et puis physiquement. Ça peut être, après, il y a des états aussi intermédiaires. Par exemple, dans un accident de voiture, admettons, je suis blessée, je vais pouvoir courir et sortir, donc je suis là. Mais par contre, je vais avoir l'impression d'être complètement spectateur de ce qui m'arrive. J'ai aucune émotion, j'ai aucune sensation, j'ai pas de pensée. Donc, j'ai eu tout un tas d'hormones anesthésiantes, mais en même temps, j'ai encore ma capacité à sortir de la voiture et à courir. Je suis un peu entre les deux. Et après, donc, quand on est, le figement, c'est vraiment là. L'état un peu de freeze, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon corps, il y a une activation sympathique, mais j'arrive pas à réagir. Et il y a cet état un peu aussi, il y a des états où on peut courir, mais on est coupé du reste. Et au quotidien, quand on est beaucoup sale, c'est que c'est un peu des états dépressifs. Il y a peu d'énergie dans le corps, peu d'énergie. Il peut y avoir quand même de l'énergie dans la pensée. Voilà, peu d'énergie dans le corps, quoi. Je sais pas si c'est clair, puis s'il y a d'autres questions à cet endroit-là. Alors, dites-nous dans le chat par rapport à ça spécifiquement.
En attendant, je vais continuer avec d'autres questions qui sont arrivées là. Est-ce que les tremblements de Parkinson peuvent être liés à cette régulation difficile du système nerveux autonome selon toi? Et une autre question, est-ce qu'il y aurait un lien avec des crises d'épilepsie? Alors, Parkinson, je sais qu'il y a un lien par rapport justement aux maladies auto-immunes et que je suis pas sûre que, enfin, je pense pas que ce soit un lien de on sort du dorsal et qu'il y a des tremblements. Mais par contre, effectivement, j'ai cru comprendre qu'il y avait vraiment un lien avec une atteinte du système nerveux autonome. Les crises d'épilepsie, je sais pas, c'est une très bonne question et ça me paraît cohérent. Je sais pas, honnêtement. Est-ce que tu veux que je continue avec les autres questions? Bah, je vois qu'il est bientôt 11 heures, du coup, je vais peut-être partir un peu aussi sur la troisième partie de notre rencontre. Ça va aussi générer, sauf si tu as vu des questions qui semblent oui, importantes, mais on va continuer. Après, juste pour information, moi, je suis pas spécialiste du système nerveux, mais vraiment du trauma. Donc, c'est vrai que je peux vraiment plus répondre à la régulation du système nerveux dans l'intégration des traumas. Tout ce qui est tout autre type de maladie physiologique, c'est pas ma spécialité. Donc, j'ai pu lire des choses. Je vous partage ce que j'ai pu lire, mais je suis pas compétente là-dedans, en fait. C'est vraiment plus par rapport au trauma que je vais pouvoir répondre. Alors, par rapport à justement une question qui est-il nécessaire de connaître les causes du trauma pour avancer? Non, merci. Et en même temps, je vais vous dire, quand on travaille, alors je fais un petit aparté sur l'intégration du trauma et l'importance d'être dans sa zone de tolérance quand on est dans l'intégration des traumas. Je m'explique quand je dis ça. Euh, Comment je vais vous l'expliquer en 3 phrases? On va essayer de faire simple. Un trauma, par définition, c'est que ça a dépassé notre capacité d'intégration. On s'est senti débordé et la seule chose qu'on a pu faire à un moment donné, ça a été de figer. Et en tant que thérapeute, ça va être hyper important quand on accompagne la personne autour du trauma, qu'on ne redéclenche pas sa réaction traumatique et que la personne ne se coupe pas. Et pour ça, il faut vraiment, il y a vraiment des méthodes très spécifiques et on n'y va pas direct. Pas j'ai un trauma, on va direct dedans. Là, on est juste, ce qui est sûr, c'est que la personne, elle va redissocier. Alors, peut-être qu'elle se sentira bien parce qu'elle aura redissocié, puis elle croira qu'elle est en état méditatif profond. Et vous serez super content, j'ai fait une super séance, il sort, il est détendu. Oui, bah en fait, juste il est arrivé là, puis il est reparti là. Je suis pas sûre que c'était super efficace. Mais du coup, l'important, quand on est dans le trauma, excusez-moi, voilà, ça sent pas. Chat dans la gorge. Ça va être que notre personne, elle soit un maximum en ventral. Donc, nous, en tant que thérapeute, d'être là. Et oui, on n'a pas encore vu la co-régulation, mais je vais vous en parler bientôt. Du coup, quand on va accompagner quelqu'un à sortir de son trauma, on va beaucoup l'accompagner à se réguler dans ces premiers temps et à être de plus en plus en ventrale. Et au-delà de ça, donc le trauma, c'est quand on s'est coupé, quand on a été débordé, et au fur et à mesure de notre vie, tout ce qui a rappelé le trauma va déclencher à nouveau cette mémoire traumatique et créer des fragments. Ce qui fait que quand on avance dans la vie, on est de plus en plus fragmenté. On est de moins en moins dans notre corps solide, dans le présent. Et la thérapie, vraiment, pour intégrer les traumas, ça va être beaucoup revenir dans notre corps, rassembler les fragments. Avant même d'aller voir qu'est-ce qui a généré les fragments, on rassemble les fragments. On rassemble les fragments pour être de plus en plus solide, présent.
Et quand on est suffisamment solide, il y a un fragment du trauma qui va sortir. Là, on va pouvoir l'intégrer. Et à nouveau, on va aller consolider, intégrer tout ce que ce fragment-là a généré au fur et à mesure de notre vie. Toutes les fois, ouais, quand j'avais réagi comme ça avec mon voisin, il m'avait dit une connerie, j'avais pété un câble. Bah, cette chose-là, on va aller l'intégrer. Et puis toutes les autres, etc., etc. Et là, on est un peu plus solide et hop, il y a une nouvelle couche du trauma qui va sortir. Donc non, on n'a pas besoin de connaître la cause d'un trauma. On va d'abord se consolider et ça va sortir tout seul. À un moment donné, en fait, ça va émerger. Et quand on est dans du trauma précoce, avant 3 ans, donc tout le corps a enregistré ce qui s'est passé. Donc on est dans de la mémoire implicite. Et de toute façon, dans la majorité du trauma, on est dans des mémoires implicites parce qu'il y a souvent beaucoup d'amnésie. Et de toute façon, avant 3 ans, on ne pourra pas récupérer des images puisqu'à l'époque, notre cerveau ne créait pas d'images autour des souvenirs. Donc, mais on pourra quand même faire émerger les sensations, les émotions, la peur, etc. Elles vont sortir et c'est ça qu'on va intégrer. Peu importe de savoir qu'est-ce qui s'est passé, l'important c'est on est suffisamment solide, ça sort, on intègre, voilà. Mais il faut vraiment comprendre qu'un trauma, ça s'intègre pas en une fois. Déjà, il faut vraiment beaucoup consolider pour qu'un premier fragment sorte et s'intègre. Et on reconsolide et un nouveau fragment sort et s'intègre. Et selon la nature du trauma, il y a plus ou moins de fragments à intégrer. Voilà, je pense que ça répond à cette... Qu'entend-on par intégration du trauma? Intégration du trauma, c'est typiquement, voilà, il y a eu une agression il y a 5 ans. Au moment de l'agression, mon cerveau, il a bugué, il a fait pause. Et tout ce qui s'est passé, ça a été enregistré dans l'amygdale et l'hippocampe, dans la mémoire émotionnelle de mon cerveau. Ça y est, les agresseurs, ils sont partis. Ok, peut-être ils m'ont cassé le bras, sinon ça va. Je vais réparer mon bras. Et dans mon cerveau, c'est toujours dans ma mémoire émotionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas fini. À partir de ce moment-là, quelqu'un qui a la même voix, qui a la même odeur, un peu l'heure de la journée, ou si j'ai une petite peur, tout ça, ça va réactiver ce trauma. Il n'est pas intégré, c'est-à-dire qu'il court toujours dans ma mémoire émotionnelle et il va se réactiver. Le trauma, il va être intégré à partir du moment où je pourrais dire, il y a 5 ans, il m'est arrivé ça, 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 c'est fini. Non, enfin, non seulement je peux le dire, mais je le sens dans mon corps. Je sens que c'est fini. Je ne suis plus en train de me faire agresser. C'est terminé, ça a eu lieu il y a 5 ans. Aujourd'hui, je suis en sécurité. Quand j'en parle, je me sens en sécurité, complètement. Et c'est pas quand j'en parle, ça me fait rien parce que je suis dissociée. Et j'ai traversé, j'ai revécu la terreur, la peur, l'impuissance. Ça c'est enregistré dans ma mémoire autobiographique. C'est terminé. Le trauma est intégré comme faisant partie de mon histoire. Il y a eu ça, c'est fini. Aujourd'hui, je suis en sécurité. Et peut-être que je fais du Krav Maga et que la prochaine fois, je leur pète la gueule. Non, j'en sais rien. Mais c'est fini, voilà. Et juste une autre question par rapport au trauma juste avant, qui disait, est-ce qu'un enfant de Ouais. 5 ans qui vit des épisodes de dissociation, regard flouté, cerveau incapable de penser, est le signe d'un gros trauma ou est-ce que cela peut se manifester à la suite de petits événements? C'est probablement ce dont on va parler de suite, un trauma de développement. Donc ça, c'est probablement en lien à l'attachement. Et sûrement qu'un petit... alors, soit, je ne sais pas l'histoire de cet enfant, ça peut aussi être un trauma, hein, bien évidemment. Donc ça peut aussi être une naissance traumatique, ça peut être un accident, une opération, ou la mère qui a dû s'absenter longtemps, qui a été malade, enfin ça peut être un trauma. Et ça peut aussi, si ben là on connaît pas de trauma pour cet enfant, ça peut être un trauma de développement. Qu'est-ce donc? Du coup, qu'est-ce donc, Kesako, le trauma de développement?
Alors, du coup, je reviens sur la théorie polyvagale et je vais vous parler de co-régulation. Donc, qu'est-ce que c'est que la co-régulation? Mon Dieu, c'est magnifique. C'est comment mon système nerveux se régule avec l'autre. La co-régulation, alors, ouais, on va en parler. Une première occurrence, le parent, la co-régulation de l'enfant avec le parent, parce que c'est la première personne avec qui on se co-régule. C'est la première personne. En fait, je vous parle quand même un petit peu de neuroception avant, parce que c'est la base pour comprendre ce que c'est la co-régulation. En fait, la neuroception, c'est un terme qui a été inventé par Steven Porges. Et c'est comment notre système nerveux capte en permanence ce qui se passe autour de nous. Ça capte ce qui se passe en nous et ça capte ce qui se passe entre moi et l'autre. Donc, en permanence, en l'occurrence, tout ce qui est... Donc, de façon générale, ça va capter la lumière, la température, tout ça. Et ça va capter aussi les marqueurs de sécurité ou d'insécurité. Est-ce que là, dans mon environnement, il y a un bruit, un mouvement qui est dangereux ou pas? Est-ce que là, dans mon système à l'intérieur, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dangereux ou pas? Genre, pour le nourrisson, par exemple, la faim, il va le détecter comme danger de mort. Nous, ça va. Mais par contre, on peut être un peu irritable si ça fait un moment. Ça fait partie de ça, en fait. Mais ça peut être aussi, ça j'aimerais qu'on en parle, on en parlera après, comment quand on sent dans notre corps une émotion qui est dangereuse. Et on va capter aussi entre moi et l'autre. Ok, l'autre, quand il fronce les sourcils comme ça, attendez, moi je sais pas trop bien le faire. Pas content, j'y arrive pas, mais bref, version danger, quoi. Ou voilà, version ou un ton de la voix, mais parfois c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est la coloration de la peau, c'est un état, un tonus, un son de la voix, etc. On va capter si l'autre il est en sécurité ou pas. Et du coup, si moi je suis en sécurité avec l'autre ou pas. Et sur cette base-là, donc ça c'est important de comprendre ça. Et donc la co-régulation, effectivement, c'est le tout petit, c'est même pas que le tout petit, mais c'est comment on se régule les uns avec les autres. Et du coup, j'ai envie de vous raconter comment j'explique ça aux enfants à l'école. Bon, je suis pas maîtresse d'école, hein, je suis juste dans une école parentale. Et je leur parle du cerveau dans la paume de la main. Peut-être certains qui connaissent Filiosa, qui a traduit tout le travail d'un illustre personnage dont j'ai oublié le nom aujourd'hui, vous m'excuserez. Sans doute Alan Shore, mais j'ai un doute. Bref. En tout cas, elle parle du cerveau dans la paume de la main. Et on peut juste schématiser en disant que cette partie-là, c'est notre tronc cérébral. C'est la partie qui nous permet de respirer, de dormir, de manger, etc. Au milieu, c'est toutes nos émotions. Donc, c'est le cerveau limbique, bon, ça on dit pas aux enfants, c'est toutes les émotions. C'est quand on est en colère, quand on est triste, ou des choses comme ça, quand on a peur. Voilà. Et par-dessus, c'est le cortex, c'est ce qui nous permet de trouver des solutions, de savoir qu'est-ce qui se passe pour l'autre, comment il se sent l'autre, et puis de s'apaiser, de se détendre. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en colère? Souvent, on explique ça aux enfants quand ils sont en colère et qu'ils se tapent. Donc souvent, on prend la colère comme exemple, mais ça marche pour toutes les émotions débordantes. Ben, qu'est-ce qui se passe quand on est en colère? Hop, ça disjoncte ici. On n'a plus accès à ça. Et du coup, ben, on ne peut pas savoir ce qui se passe pour l'autre et on ne peut pas s'apaiser. Et là, pour nous, on est en sympathique. Là, on n'est pas content, on a juste envie de taper. Et qu'est-ce qui se passe? Attention, je vais bientôt parler de la co-régulation. Qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça, face à quelqu'un d'autre? Ben, il y a deux options. Tout va dépendre de lui, là. Est-ce que c'est un adulte qui est bien dans son ventral? Ça serait bien. Si c'est un adulte qui est bien dans son ventral, je vois que tu es en colère, là.
Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à te réguler? Hein. Et puis peut-être que, Inch'Allah, on va réussir à apaiser cet enfant. Pourquoi? Parce que nous, on est resté comme ça. Bon, si c'est un autre enfant de 4 ans, dommage. Il y a l'enfant de 4 ans qui est là. Ah là là là, qu'est-ce qui va se passer? Téling, il va disjoncter aussi. Et qu'est-ce qui va se passer? Et bien ça, les enfants, ils comprennent tout de suite. Tada, ils se tapent. Et oui. Donc, quelle est la seule option possible? Et ça marche pour les enfants de 4 ans, mais ça marche aussi pour 2 adultes qui sont en train de se disputer. La seule option, l'unique, c'est celle-là. On se sépare et on va s'apaiser. Peut-être on va trouver une troisième personne. Les enfants, on peut leur dire, quand vous êtes comme ça, venez chercher un adulte. Venez chercher quelqu'un qui est comme ça, qui va vous aider, parce que vous c'est mort. Là. Et pareil, quand on est 2 adultes et que là, on voit qu'on est un peu stressé, c'est peut-être pas le moment de continuer la conversation. Là, il n'y a personne qui est capable d'apaiser personne. Il faut aller se calmer. Parfois, juste prendre une respiration, ça suffit. Parfois, il faut partir. Il y en a un, il va aller passer la tondeuse. Lui, ça va l'aider à se calmer. Puis petit à petit, il va pouvoir revenir dans ses pensées, revenir dans son ventral, etc. Il y en a un, ça va être faire sa cohérence cardiaque, appeler sa copine. Hein. Bon, c'est un peu sexiste mon truc. Hein. Il y a le mec qui passe la tondeuse et la fille qui appelle la copine. Mais bon, bref, c'est l'exemple qui m'est venu, vous m'excusez. En tout cas, ce principe-là, c'est le principe de co-régulation, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans un état d'insécurité, il va influencer sur l'autre et potentiellement, ça va aussi le mettre en insécurité. Inversement, quand quelqu'un est bien en sécurité, il va pouvoir apaiser la personne qui était en insécurité. Ça, c'est le principe de co-régulation. Et c'est ce qui se passe pour le tout petit avec sa maman. Le petit est en détresse, il appelle à l'aide, la maman arrive, elle apaise son petit. Et puis, le petit est en détresse, la maman arrive, elle apaise son petit. Et plus ça se passe comme ça de façon positive, optimale, plus le petit va pouvoir attendre que l'aide arrive, parce qu'il va vraiment développer la croyance, quand je suis en détresse, maman arrive et je m'apaise. Du coup, plus ça va se répéter, ça va faire vraiment un schéma vertueux, puis le petit va commencer à développer des neurones, tout un schéma de comportement, de croyance. Quand je suis en détresse, je reçois de l'aide et je m'apaise. Du coup, je suis en détresse. L'aide n'arrive pas. Elle va arriver puisqu'à chaque fois que je suis en détresse, maman vient et je m'apaise. Du coup, l'aide va pouvoir être de plus en plus différée. Et puis, avec le temps, les années, quand peut-être il va être plus grand, et puis du coup, la mère, elle va pouvoir mettre des mots sur ce qui est en train de se passer, et ben, le petit va pouvoir intégrer ce qui se passe et il va pouvoir se parler à lui-même, c'est ce qu'on appelle l'auto-empathie. Oh, mon pauvre chéri, etc. Et s'apaiser tout seul. Et là, c'est l'autorégulation. Avant de pouvoir s'autoréguler, il faut être co-régulé. Et malheureusement, on est nombreux à arriver à l'âge adulte et sans cette capacité d'autorégulation. On n'a pas suffisamment, quand on a été en détresse, reçu la capacité de nous réguler. Du coup, pour l'instant, on n'est pas capable de se réguler tout seul. Alors, attention à la différence entre eux. Je redonne un cas de figure. Je suis en détresse. Oh, mais c'est bon, je vais changer sa couche, il a mangé, il y a pas de raison pour qu'il appelle, il va se calmer tout seul. Personne ne vient. C'est la nuit, on laisse pleurer, etc. Personne ne vient. Personne ne vient, personne ne vient. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis en détresse. Bon, je vais arrêter de demander parce que de toute façon,
personne ne vient. Et puis, je vais compter que sur moi. Donc, quand ça va pas, je compte que sur moi, j'ai pas besoin des autres. Alors ça, c'est pas égal à autorégulation. C'est pas égal de j'ai un problème, je compte que sur moi, je suis autonome, je m'autorégule. Non, ça, c'est un trouble de l'attachement qui fait que quand ça va pas, je crois que c'est pire encore si j'appelle quelqu'un. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Mais ça peut donner d'extérieur, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de troubles d'attachement évidents, qui peuvent avoir cette impression-là, c'est-à-dire que pour eux, ça va être plus sécurisant de s'apaiser tout seul que de demander de l'aide. Mais en réalité, c'est une stratégie d'adaptation qui est vraiment coûteuse et c'est des personnes qui vont avoir du mal à être vraiment ici. Justement, qu'est-ce que peuvent faire ces personnes pour sortir de ce schéma-là, en fait? Quel est le processus? Alors, pour sortir de ce schéma-là, c'est toujours pareil. La première chose, observer. Est-ce que quand elles sont comme ça, de toute façon, je m'en sors, est-ce qu'il y a un peu les mâchoires serrées quand même? Un peu, c'est les boules ou pas? Et il y a deux choses. De toute façon, c'est l'expérience qui va faire la différence. C'est comment je vais pouvoir m'offrir de goûter d'autres expériences. Alors quand vraiment ça a été précoce et profond, ça peut aider quand même d'avoir d'autres expériences dans un cadre sécure, donc dans un cadre thérapeutique, soit individuel, soit dans le groupe. Le groupe, pour réguler tout ce type de croyance, c'est vraiment super parce que ça permet, dans un cadre bienveillant, mais en même temps avec plein de personnes différentes, de goûter que je dis que je vais pas bien et les gens restent. Waouh! Pour plein de personnes, c'est énorme de pouvoir pleurer en présence d'autres personnes et de voir que les personnes, elles sont pas en train de les juger, elles ont même de l'empathie. Pour certaines personnes, c'est juste énorme. Et ça va être de goûter, de faire l'expérience. Mais pour faire l'expérience, il faut se sentir en sécurité. Donc, il y a soit ça va être une rencontre, ça va être vraiment une amitié précieuse, un lien d'amour qui va faire que euh, dans cette relation, allez, je me le tente. Et on va montrer un tout petit peu de vulnérabilité et voir. Et c'est vrai que ça aide vraiment de savoir ça. Ça aide vraiment que, bon, ok, là, je suis en train de faire toujours mon même truc, que ça va pas, je vais m'en sortir tout seul. Allez, je vais essayer. Je vais aller lui dire que là, ben, je me sens pas super. Quand elle m'a dit ça, ça m'a fait ci, ça. Qu'est-ce qu'elle en pense? Ça va être testé. Et au début, on va tester avec des toutes petites choses. Et vraiment, on peut le faire que dans un cadre sécure. Donc, soit on a la chance, la vie nous amène des relations dans lesquelles vraiment on se sent en sécurité dans la mesure de ce qui est possible pour nous de le sentir, mais en tout cas suffisamment en sécurité pour je, je me tente un petit truc. Allez, cette fois-ci, plutôt que de faire tout seul, je vais demander de l'aide. Je vais juste demander de l'aide pour débarrasser la table. Petit truc. Et puis, je vois comment ça réagit. Et petit à petit, je vais pouvoir augmenter le cran. J'ai deux questions par rapport c'est faire de nouvelles expériences positives. Ouais. La communication de genre, mais tout à fait. La CMV, on est tout à fait là. On observe ce qui se passe. Hop, je suis où? Et les deux sont hyper complémentaires. Parce que on observe ce qui se passe, c'est bien de pouvoir observer de façon neutre et objective l'extérieur, mais observer aussi comme ça. Ok, quand tu m'as dit ça, il s'est passé pas grand-chose, cette phrase-là, mais cette phrase-là, dans mon corps, ben moi j'ai vu que ça m'a mis ici. Je l'ai interprété comme un danger. Parce que X, Y raison. Et pourquoi je l'ai interprété comme un danger, ça, c'est pas forcément la question maintenant, mais de quoi j'aurais besoin pour à nouveau être en sécurité. Et la CNV, elle est super pour aller dans le ventral, pour passer de là ou là au ventral. C'est-à-dire que le lien s'est coupé avec l'autre. C'est sûr que si on va... Il y a une vidéo de Padovani qui est super là-dessus. Elle explique un peu ça à sa manière. Elle dit quand on est tous les deux comme ça et qu'on veut chercher en fait de l'empathie chez l'autre, en fait on veut se réguler,
On veut que l'autre nous aide à devenir comme ça, mais l'autre, il est aussi comme ça. Donc, ça ne va pas le faire. Et c'est en ça où d'abord, on va se calmer. Ça, la CNV apprend vraiment ça. D'abord, on va se calmer, on se fait un minimum d'auto-empathie ou on va chercher l'empathie chez une tierce personne qui est comme ça, qui n'est pas en lien avec la situation. Et quand je me suis apaisée, que j'ai trouvé le besoin sous-jacent, qu'est-ce qui m'aiderait à retrouver le lien? C'est peut-être pas le besoin qui a fait que j'ai été déclenchée. J'ai été déclenchée probablement, c'est une réactivation traumatique. En tout cas, peut-être que je peux dire à la personne, voilà, quand tu me dis ça, ben moi, ça me réactive. Je suis d'accord, ça a l'air peut-être énorme, mais moi, ça me fait ça. Est-ce que la prochaine fois, tu peux me le dire comme ci, comme ça m'aiderait à rester en lien avec toi? C'est-à-dire dans la CNV, c'est sûr que c'est top. Pour ça, oui, Isa Padovani, je suis pas à jour, hein. Excusez-moi, c'est un moment que je l'ai pas écouté, j'ai pas fait la mise à jour. L'attachement, voilà pour... oui, les problématiques de l'attachement, est-ce que du coup ils peuvent se résoudre que dans la relation à l'autre, ou est-ce qu'on peut résoudre par soi-même, ou est-ce que ça ne peut se travailler que dans la relation à l'autre? Alors je rigole parce que cette question, la question même est un diagnostic. Est-ce que je peux m'en sortir tout seul vraiment ou pas? Non. Voilà, la réponse est dans la question. Donc, effectivement, on ne peut pas guérir d'un trouble de l'attachement tout seul. Si ça vous intéresse ces questions-là, j'ai mis sur mon site internet un mini-cours gratuit que j'ai appelé les bases de l'estime de soi. Alors, c'est un mini-cours, hein, voilà, c'est quelques vidéos, hein, je ne rentre pas non plus dans les détails, mais où je parle du lien entre ces premiers moments de la vie et l'estime de soi, et puis comment on peut intégrer tout ça. Et puis, d'ailleurs, dans la marche des 12 lunes, dans le programme en ligne, que justement qui est en groupe, mais aussi on aborde beaucoup toutes ces questions de régulation du système nerveux, des questions de croyances précoces par rapport à l'attachement et comment on peut réguler tout ça. Mais effectivement, pour réguler l'attachement, on a besoin de l'autre. Co-régulation précède l'autorégulation. C'est la base, quoi. Et du coup, pour les quelques minutes qui restent, j'avais envie de revenir sur cette notion de neuroception. Quand on sent qu'une émotion est dangereuse. Et j'ai particulièrement envie de donner cet exemple quand on est... Parce qu'il faut savoir que on va avoir des tendances. Pour les personnes qui sont dérégulées de façon chronique, on va avoir tendance à plutôt être dérégulé de façon chronique en dorsale ou plutôt dérégulé de façon chronique en sympathique, en pouvant passer un peu partout. Mais quand on est dérégulé de façon chronique en dorsale, souvent, il va y avoir une peur de passer en sympathique. C'est con parce que c'est le chemin de la guérison. Mais ce qui s'est passé, c'est que lors du trauma, quand on a éprouvé cette mobilisation du corps de défense, de fuite, cette agressivité, cette charge de ouais, je vais me défendre, ça nous a amené au figement. Ça a été dangereux de ressentir la mobilisation sympathique. Ça est souvent associé du coup à la colère. Donc pour certaines personnes, la colère va être reconnue par le système nerveux comme dangereuse. Et quand une situation qui génère une colère tout à fait légitime se présente, on va parfois dissocier. Parce que notre corps, notre neuroception nous indique que ah, là, il y a une émotion qui est dangereuse. Et on va couper. Et ça peut être, pour d'autres personnes, ça va être l'inverse. Les personnes qui sont tout le temps en mode sympathique,
les personnes typiquement les hyperactifs. Ils font 10 000 trucs et alors peut-être qu'ils font de la méditation parce qu'ils savent que c'est à la mode, mais alors c'est de la méditation de telle heure à telle heure, un, et probablement qu'ils ne sont pas dans une méditation comme ça. C'est une espèce de leurre à cet endroit-là, je ne sais pas ce qu'ils font. Et ces personnes-là, elles ont peut-être appris que la tristesse, c'était dangereux, ou la peur extrême, c'était dangereux. Et c'est des personnes qui vont vraiment avoir peur d'aller en état d'intimité. Elles vont avoir peur en fait de la dépression, du figement, mais du coup, elles vont pas pouvoir goûter ça dans leur vie. Et ben toujours pareil, comment on va pouvoir gérer ça? Ça va être par l'expérience, petit à petit, faire des nouvelles expériences. Par exemple, si on est souvent en dorsale, on va moi, ça m'est déjà arrivé, j'étais complètement figée. J'ai OK, là, ce serait bien que je bouge, mais je peux pas bouger. Et ben, juste, je bouge le bout de mes orteils. Voilà, on fait ce qu'on peut, mon Dieu. Et voilà, juste, on bouge le bout des orteils. Et puis, au bout d'un moment, j'arrive à mettre une musique. OK, les orteils, la musique. OK, et puis je vais pouvoir aller marcher. Et puis, je vais aller marcher dans la nature. Donc, la nature, ça va nourrir le ventral. Et puis, bah, ça se régule. Voilà, faut commencer parfois vraiment petit et puis ben toujours quand même vraiment voilà pour moi ce travail il nous permet au quotidien de pas rester trop longtemps dans des états chroniques dérégulés et à un moment donné c'est quand même hyper précieux d'aller intégrer toutes ces choses qui font que comment ça se fait que je suis en dorsale alors que ça va, ou que je suis hyper active, que j'arrive pas à me poser, etc., etc. Donc c'est vraiment un travail où je le vois plus vraiment comme un soutien à la thérapie. Et puis au quotidien, ça change quand même la vie quand vraiment on arrive à repérer où on est et qu'est-ce qui nous fait du bien. Donc peut-être avant de prendre quelques dernières questions, oui, je vais répéter par rapport à la colère. Euh, Juste, j'aimerais quand même un tout petit peu revenir sur le ventral. Qu'est-ce qui va nous faire du bien? Qu'est-ce qui va nous aider à venir en ventral? Donc pareil, ça va être de s'observer, ça va être différent selon les gens. Qu'est-ce qui fait que je me sens en sécurité, qui me met en sécurité? C'est la première question. Et qu'est-ce qui m'aide à me réguler? Donc, en sécurité, parfois, ça va être simplement de manger, d'être bien couverte, un bain chaud. Ça va être des choses qui vont nous donner de la sécurité physiologique. Chez les enfants, c'est énorme. Un enfant qui a faim, un enfant qui a froid, d'un coup, il pète un câble, on ne comprend pas pourquoi. Ah bah oui, il est telle heure, il n'a pas mangé. Voilà, parfois, il n'y a pas cherché midi à 14 heures. Ben, nous, c'est moins exacerbé, bien sûr, mais ça contribue vraiment à, à nous donner le sentiment de sécurité. Comment on est un bon parent pour nous, en vraiment en s'apportant déjà de la sécurité physiologique, des bonnes conditions pour dormir, de la bonne alimentation, bien se couvrir s'il fait froid, etc., etc. Aller habiter en Thaïlande si on est frileux, par exemple. Chacun ses stratégies. Voilà, ça marche. Donc ça, c'est la base. Et la base de s'amener la sécurité physiologique. Et après, au niveau de la régulation, donc il y a des premières choses qu'on peut faire tout seul pour se réguler, donc la musique, souffler, les respirations profondes, tous les pranayamas, c'est vraiment super. Moi, je les conseille aussi en dehors des moments où on a besoin de se réguler, ça stabilise comme une pratique, une hygiène au quotidien, quoi. Et trouver de la ressource. Donc, est-ce qu'il y a une personne, une amie précieuse avec qui on se régule, ou le groupe de potes avec qui vraiment on rigole et on se détend. Après, il y a la nature aussi, et vraiment, peut vraiment être soutenante. Les animaux, les arbres, ça aide vraiment à se réguler. Il y a
une co-régulation. Donc, c'est de système nerveux à système nerveux, mais pas forcément qu'entre humains. Et après, il y a aussi, pour certaines personnes, se mettre en lien à plus grand que soi. Ça aide à se réguler, veiller juste à ce que ce soit pas systématiquement cette ressource-là. Et genre, jamais je vais appeler ma copine ou ma voisine, toujours c'est plus grand que moi. Bon, là, il y a probablement un petit trouble de l'attachement derrière, mais bien évidemment que c'est une excellente ressource et ne pas s'en priver, juste voilà, veiller à ce que on soit aussi dans cette capacité de demander de l'aide à un autre humain et de la recevoir et de se réguler à deux. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Et puis, on va prendre une ou deux petites Ok, deux petites questions. Où se positionne la dissociation et comment on reconnecte la colère au système ventral? Ok, alors, la dissociation, c'est là. Dorsale comme dissociation, sans aucun doute. Voilà. J'ai pas compris par rapport à la colère, comment tu peux répéter et comment on la reconnecte au ventral. J'imagine que c'est comment passer entre l'orange et le vert. Ouais. Alors, donc je vais déjà réexpliquer la colère. C'est-à-dire que dans certains traumas, ça a été dangereux d'être en colère. Alors, ça peut être typiquement les enfants, quand ils se mettent en colère et qu'ils s'en prennent une, ben, ils vont vite apprendre que la colère, c'est dangereux. Hein. Que du coup, quand ils vont sentir cette colère, ils vont dissocier. Et ils vont pas la ressentir en réalité. C'est ça qui est pas évident, c'est dans cet exemple, c'est comme on peut pas la ressentir, ben on la ressent pas. Excusez-moi de cette phrase qui n'a pas de sens, mais parfois on peut. Il y a du sens, hein. Bribes. Non, mais bon, juste grammaticalement. Quoi. En tout cas, c'est plus voilà les personnes qui disent moi je me mets jamais en colère. Bah, c'est-à-dire que le système nerveux a détecté que cette émotion elle est dangereuse. Donc, si à un moment donné on va l'éprouver, ben vite ça va couper et on va pas la sentir. Peut-être qu'on va pleurer, alors qu'en réalité, on a juste ce qu'on aurait envie, c'est de dire non. Mais on peut pas, du coup, on va pleurer en fait. Donc, c'est-à-dire que la colère a été reconnue par notre système nerveux comme étant dangereuse, parce qu'elle nous ramène à un événement traumatique dans lequel ça a été dangereux d'être en colère. Donc, soit parce que c'est la colère elle-même qui a généré la cause du trauma, le petit qui se met en colère, qui se comprend mieux, soit parce que je me fais agresser, typiquement, ben ça me fait pas très plaisir, hein, je suis un peu en colère, mais là, si je monte ma colère, d'instinct, je le sens, hein, si je monte ma colère, je vais pas m'en sortir. C'est dangereux, je vais en mourir. Du coup, je vais fermer ma gueule, excusez-moi, et je vais dissocier. Bah là, dès que je vais ressentir la colère, ça va me rappeler que là, si je me mets en colère, je vais mourir. Je vais dissocier et je vais pas pouvoir ressentir la colère. Est-ce que ça répond à cette personne? Si c'est toujours pas clair, remanifeste-toi dans le chat. Et donc l'autre question, c'était comment quand on est en colère, on passe en ventral. Et ben remarque que peut-être que j'ai répondu à ta question déjà tout à l'heure. Donc, c'est comment on va se réguler. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a peu de chances que j'arrive, si je suis en colère très dérégulée, à me mettre en ventral avec la personne qui me met en colère. C'est ce qu'on avait vu là. Alors, il y a des moments de grâce. Je dis pas que ça arrive pas. Il y a des moments de grâce, mais en général, les moments de grâce, ils arrivent quand on a pratiqué ça un moment déjà. Et du coup, ça arrive qu'on est en colère, on arrive juste en respirant et en reformulant ce que dit l'autre, à se mettre en... Bon, voilà, mais on a pratiqué déjà beaucoup tout ça, beaucoup la CNV, hein, mais
en général, quand on est en colère, déjà, la première chose, c'est je vais pas me mettre en ventral avec la personne qui déclenche ma colère. C'est pas le moment. Donc, peut-être qu'on peut réussir, et ça, c'est une façon déjà de se mettre en ventral, de dire écoute, là, je suis en colère, vaut mieux qu'on en reparle plus tard. C'est top déjà ça. Ça, c'est que ça veut dire que je suis ici, mais j'arrive encore à être là. Parce que bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est pas noir ou blanc. On n'est pas que en ventrale ou que en sympathique ou que en dorsale. C'est un mélange des deux, des trois, pardon. Et il y a des gammes en fait entre chacun. Donc voilà, si je suis en colère mais que j'ai encore un peu de ventral, je vais pouvoir le nommer. Et écoute, là, je suis en colère, vaut mieux qu'on en parle plus tard. Ou alors je peux pas le nommer, je suis trop en colère, donc la seule chose que je vais trouver, c'est que je vais partir et je vais aller m'apaiser. Et en tout cas, ça va pas toujours être possible de mettre du ventral de suite avec la chose ou la personne qui nous met en colère. Il va falloir s'extraire et se réguler autrement. Et donc se réguler autrement, c'est comme alors ça peut aussi, donc soit c'est tout ce qui va nourrir le ventral, soit c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure quand j'ai pris l'exemple d'un couple qui se dispute et puis lui il passe la tondeuse et elle qui appelle la copine. Bon, qu'est-ce qu'il fait quand il passe la tondeuse? En fait, c'est donner une forme au sympathique de s'exprimer afin que le sympathique défensif se transforme en sympathique sécure. C'est-à-dire que, ok, je suis énervée là, mais je vais aller faire un truc, donc soit je vais aller faire du karaté, je vais passer la tondeuse, je vais donner une forme et petit à petit, dans cette forme, en fait, ça va se réguler et mon action, elle va devenir sympathique, régulée. C'est-à-dire que là, je mobilise mon corps, puis parce que je suis en colère, bah parce que je suis en train de passer la tondeuse. Et puis on s'est régulé comme ça. Par Voilà. rapport à cette question, en fait, qu'est-ce qui va faire que donc, la régulation est importante, mais qu'est-ce qui va faire que ça va pas être juste réprimé une fois que c'est redescendu et que ça va être intégré en fait? C'est-à-dire cette colère, l'objet de la colère va être résolu plutôt que d'être simplement réprimé. Comment se fait la différenciation entre les deux en fait? Bah, tout dépend Juste de pour ce être qui très clair. nous a mis. Ouais. Si, c'était clair. Déjà, ça dépend ce qui nous a mis en colère, là. Est-ce que c'est quelque chose de légitime dans le présent ou est-ce que c'est une réactivation traumatique? Déjà, c'est ça qu'il faut voir. Si c'est quelque chose qui est légitime dans le présent, une fois que je suis apaisée, je vais pouvoir aller voir la personne et lui faire une demande. Chercher avec elle, dire voilà, moi telle chose, c'est pas possible pour moi. Quand c'est une colère légitime, alléluia, merci la colère. Elle me permet de sentir que là, je respecte pas mon intégrité, ça me va pas. Donc, on va trouver une solution avec la personne. Si ça réactive un trauma, bah, là, ça va être, je ne sais pas si ça va être refouler la colère. Je pense que dans le concept de refouler la colère, en fait, c'est des émotions profondes. Quand je dis des émotions du passé, quand je dis profond, en fait. Et si c'est quelque chose de légitime dans le présent, la solution, c'est d'aller en parler avec la personne une fois qu'on est apaisé pour trouver une solution. Et effectivement, si on refoule la colère, c'est parce qu'il y a tout un tas de croyances et de peur que c'est pas possible de trouver de solution, qu'on mérite pas. C'est tout ce qui est en lien plus avec là pour le coup le trouble de l'attachement et la co-régulation qui fait que les croyances qu'on a sur nous de je ne mérite pas ceci, je ne mérite pas cela, ou c'est dangereux de demander telle chose ou telle chose, ou de me respecter, ou etc. etc. Je ne sais pas, ça répond à la question, Olivia. Alors, on va prendre la dernière question. Les hommes qui n'osent pas exprimer leur tristesse en public par des pleurs sont-ils en dissociation? Alors, bah, ça va dépendre. Ça va dépendre des hommes. Le côté public aussi. Existe-t-il d'autre truc que celui de l'attachement?
Voilà. Est-ce que là, moi, je peux pas parler en tant qu'homme, du coup, mais en tant que femme, une femme qui n'ose pas, je peux pas, éventuellement. Mais en tout cas, si on n'ose pas pleurer en public, est-ce que là, je suis en sécurité pour le faire ou pas? Est-ce que, parce que à un moment donné, le pleur, c'est du ventral. Alors, normalement, hein, bien évidemment, on a vu effectivement que ça peut être une façon de faire sortir la colère qui ne peut pas sortir autrement. Mais est-ce que je suis en sécurité là pour pleurer? Après, si c'est un homme qui ne peut pas pleurer avec ses amis ou qui ne peut pas pleurer dans l'intimité de son couple, oui, c'est probable qu'il soit dissocié, là, qu'il est coupé, il n'a pas accès à cette émotion-là parce que ça a été trop douloureux, un homme ou une femme. Mm. Ouais. Existe-t-il d'autres troubles que celui de l'attachement? Là, c'est une question de terminologie, du coup, je ne sais pas si je Et vais il y a une répondre. suite de la question, je veux dire qu'il fonctionne ainsi avec le système nerveux autonome. Qui fonctionne ainsi avec le système nerveux autonome. Est-ce qu'il existe d'autres troubles que le trouble de l'attachement qui fonctionnent ainsi avec le système autonome? Euh, tout ce qu'on vient de voir par rapport au trauma, c'est pas le système d'attachement, mais ça fonctionne ainsi avec le système autonome. En fait, ce qui va fonctionner avec le système nerveux autonome, c'est toute la question de sécurité. Mon sentiment, c'est vraiment la physiologie du sentiment de sécurité qu'on voit là. Après, le système autonome, il gère d'autres choses, hein, mais par rapport aux troubles psychologiques, c'est vraiment en lien avec la sécurité. Donc, il y a la sécurité de base, effectivement, avec l'attachement, et puis il y a aussi toutes les fois où j'ai été en danger suite à des traumas qui n'ont rien à voir avec l'attachement. Mm. Alors, il y a une question sur en quoi consiste sur cette thérapie, ce qui va nous permettre de conclure justement sur qu'est-ce que Ouais, tu proposes en termes d'accompagnement. ouais. Alors, moi, je vais du coup faire une réponse en deux temps. Euh, Moi, je suis formée à beaucoup de choses, mais ce qui vraiment m'a aidée en tant que patiente, ça a été l'ICV, intégration du cycle de la vie. C'est une méthode américaine euh, qui émerge en France depuis une quinzaine d'années et qui se développe beaucoup dans le milieu du trauma et de l'attachement. Beaucoup de thérapeutes MDR se forment aussi en ce moment à l'ICV. Et il y a plusieurs particularités à l'ICV. La première particularité de l'ICV, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, de cette notion de consolidation. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, peut-être que je ferai des vidéos sur la chaîne YouTube pour expliquer vraiment comment fonctionne l'ICV. Mais il y a vraiment un regard très pointu, je trouve, sur la dissociation. Comment, en tant que thérapeute, on repère où est notre patient et comment on évite. Alors, il y a des patients qui arrivent, ils sont dissociés, donc on fait avec. Mais comment, en tout cas, on va éviter un maximum la réactivation traumatique et dissocier la personne. Et en ICV, en fait, il y a deux types de protocoles, enfin deux gammes, on va dire, de protocoles. Il y a des protocoles de consolidation et des protocoles de réparation. Donc, on avance beaucoup avec les protocoles de consolidation, où on va travailler sur l'échelle de la vie. On ne cible pas du tout un trauma. Et dans une séance, en fait, à la fois, on confronte un peu au trauma, en même temps, on intègre, en même temps, on développe les ressources. Ça se fait tout en même temps, comparé à d'autres thérapies sur le trauma où on est par phase. Donc, il y a cette phase de consolidation, donc à l'échelle de la vie. Et quand on est bien consolidé, on va consolider en travaillant sur cette notion d'attachement et développer vraiment la base de la régulation et de l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et en avançant vraiment avec ces protocoles de consolidation, comme j'expliquais tout à l'heure, des fragments vont venir eux-mêmes
déferlements traumatiques. Et là, on a tout état de protocole de réparation et on va, comme on peut faire dans d'autres thérapies, rentrer dans la scène traumatique, interagir, ramener la personne dans le présent, ramener la personne dans le présent, ramener la personne dans le présent. Si on devrait résumer en une phrase d'ICV, ramener la personne dans le présent. C'est ce qu'on fait, c'est notre job. Et bon, ben voilà, il y a plein de façons de le faire. Et moi, par contre, je ne travaille plus en individuel, en cabinet. Maintenant, je propose un accompagnement de groupe en ligne pour les femmes. Pourquoi pour les femmes? Parce que ça intègre vraiment l'éveil de la sexualité féminine. Et vraiment, c'est comment ce chemin de l'éveil de la sexualité féminine, on l'étoffe à partir de tout ce qu'on vient de voir là, la régulation du système nerveux, la régulation des traumas, le travail sur l'estime de soi, etc. Pour que dans les pratiques au niveau de la sexualité, on ait cette capacité d'autorégulation, de savoir où on se trouve et surtout qu'on limite les retraumatisations dans ce travail-là. Et c'est vrai que le groupe, pour tout ce qui est la résolution d'attachement, est vraiment précieux. Je pense que l'individuel est nécessaire aussi, à un moment donné, d'aller refaire cette expérience vraiment du tout petit qu'on a été avec une nouvelle figure d'attachement. Dans l'individuel, c'est vraiment important. Et comment on peut en faire l'expérience dans le groupe, c'est hyper important aussi. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, vous pouvez aller sur mon site, c'est incarnerlessentiel.com. Il y a un mini-cours sur les bases de l'estime de soi. Et la marche des 12 lunes commence à la prochaine nouvelle lune, le 7 septembre. Il y a encore des places, c'est pour les femmes et c'est un merveilleux programme. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le format et en présentiel. Donc, le format de le format, c'est sur 12 lunes, donc presque 12 mois. C'est la majorité est en ligne. À chaque nouvelle lune, on se voit 2 heures en ligne et il y a tout un tas de vidéos qui sont postées sur la plateforme du cours. Des vidéos à la fois théoriques, sur tous les aspects qu'on vient de voir aujourd'hui et puis d'autres fois, et puis des pratiques à faire. Et à chaque pleine lune, on se voit 4 heures en ligne pour pratiquer ensemble. Et je laisse aussi une grande place à la nouvelle lune, à la pleine lune, pour les cercles de parole, parce que c'est vraiment l'occasion, si des choses émergent, de pouvoir vous aider à intégrer tous les fragments qui émergent, etc. etc. Et sur cet ensemble donc de cycles lunaires, où on se voit 2 fois par mois avec des cours en ligne, il y a 2 retraites de 5 jours en présentiel pour beaucoup de pratiques corporelles. Moi, je suis formée au BMC, Body Mind Centering. C'est une pratique somatique où on voyage beaucoup dans tous les tissus du corps. Et je suis formée aussi aux pratiques taoïstes. Et c'est vraiment précieux de pouvoir se voir aussi pour le travail du toucher, pour certains rituels. Donc et puis pour la joie aussi de se célébrer, d'être ensemble et danser. Voilà, le format, c'est vrai que c'est un processus engageant et je pense hyper transformateur. Je crois que c'est assez unique dans le milieu du corps, de l'énergie, de la sexualité, d'avoir vraiment cette approche sur le trauma, sur l'attachement. Et je trouve ça assez complémentaire, quoi. Voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller voir. C'est tout bientôt, le 7 septembre. Donc, vous avez une dizaine de jours, un peu moins, pour vous décider. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez le site Célia que j'ai posté dans le chat. Donc, vous pouvez aller voir voilà, son parcours. Et donc, ce programme, il est sur, comment on dit en français, application, sur candidature. Donc, tu n'acceptes pas toutes les personnes. Oui, c'est effectivement voilà, des personnes qui sont trop dérégulées ou voilà, il y a selon la candidature, parfois des personnes, je demande un entretien pour être sûre. Et quels sont les critères en fait? Voilà, pour qui est-ce que cette formation est? Alors, des personnes qui ont déjà cheminé
que ce soit dans le domaine du corps ou de l'énergie ou de la sexualité ou des traumas ou un peu tout ça. Mais ça s'adresse vraiment déjà à des personnes, déjà c'est vraiment un fort engagement. Et puis aussi, ça s'adresse à des personnes qui ont déjà un certain niveau de chemin envers elles-mêmes. Et aussi, effectivement, selon votre degré de dissociation et de dérégulation ou votre problématique particulière, je peux, voilà, il y a certaines personnes que j'ai conseillé d'abord d'aller en thérapie individuelle et de s'orienter vers la marche peut-être pour l'année d'après. Voilà. Mais en tout cas, avec vraiment toutes ces informations de régulation, ça amène vraiment beaucoup et de la sécurité et ça permet, voilà. Mon job, c'est vraiment que les personnes, elles restent dans, voilà, j'accepte pas quelqu'un si je sens que ça va être trop insécurisant pour elle, le travail. Voilà. Alors, une question sur ta présence sur les réseaux. Ah, moi, j'habite en Ariège. Moi, je suis présente dans la forêt, les amis. Je suis tellement présente dans la forêt. Alors oui, c'est un réseau immense. Ça passe par les racines. Pour avoir été chez Célia, c'est vraiment, vraiment au milieu de la forêt. Hein. Il n'y a vraiment rien autour. C'est beau d'ailleurs, c'est très ressourçant. Effectivement, j'ai envie de partager ces connaissances. Donc là, j'ai ouvert une chaîne YouTube et je pense que voilà, je vais communiquer. Voilà, j'ai vraiment envie de partager. Donc je partagerai sur YouTube, mais vous ne me verrez pas sur Facebook et Instagram. Je suis ça. Pour l'instant, en tout cas, je tiens mordicus, j'irai me balader à la place. Voilà. Je vous ai posté aussi dans le chat le lien de la chaîne de Célia. Donc, qui sera, si j'ai bien compris, l'intention, c'est d'enrichir au fur et à mesure de nouvelles vidéos. Bon, je vous souhaite à tous une belle journée. Merci d'être venus, d'être restés, parce qu'on a pas mal débordé encore, décidément. Et merci à tous. À bientôt. Merci Célia, merci beaucoup d'avoir partagé sur ce sujet. Moi, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de mes intérêts du moment depuis 2 ans à peu près. Donc, merci. Moi, ça me permet aussi d'apprendre à chaque fois de nouvelles choses comme je disais, en fait, même si j'ai les bases, t'entendre en parler, moi, ça m'ouvre toujours de nouvelles fenêtres. Donc, merci beaucoup pour le partage de ton expertise sur le sujet et enfin, vraiment ton expérience. Je suis très reconnaissante pour ton partage sur ces thématiques-là avec nous. Merci Célia. de m'avoir invitée. Et je vous encourage vraiment, si vous sentez l'appel de ce que Célia propose, l'accompagnement qu'elle propose, de dire oui, parce que c'est avant tout dire oui à vous-même, parce que votre vie peut radicalement changer à partir du moment où vous faites face en fait à ces gros trucs qui sont là, parce que même si vous n'avez pas envie de les regarder, même si vous faites comme s'ils n'étaient pas là, ils sont là. Donc ça peut vraiment impacter de façon très 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 importante l'ensemble de votre vie. Donc si vous sentez que c'est le moment juste, je vous assure que Célia est une accompagnatrice de très 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 grande qualité. Donc profitez-en avant que ça soit complet. Merci.